Bonjour et bienvenue dans ce 99e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 13 décembre 2023. Ça sera donc le dernier épisode de cette année 2023. Le prochain forcément sera en janvier 2024. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier et Adrien Clairbois qui vont venir nous parler de Playwright. D'ici quelques secondes, on en saura plus à ce niveau-là. Mais avant de commencer, deux petites infos. Adrien, Christophe et moi, on voulait d'abord rendre hommage aussi au podcast Visual Studio Talk Show avec Mario Cardinal et Guy Barrett, qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et même de faire un podcast avec eux d'ailleurs. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont annoncé récemment ne plus vouloir diffuser de nouveaux épisodes. Et ça nous rend bien triste, mais on comprend, il y a un épisode qui explique tout ça, on comprend bien sûr leur décision. C'est un podcast qu'on rend hommage particulièrement parce qu'en tout cas moi personnellement c'est grâce à eux que DevApps existe et que j'ai pu mettre en place tout ça, puisque c'est eux qui m'ont donné l'idée aussi, qui m'ont mis en place toutes les infos et les idées pour pouvoir gérer tout ça. 19 Bonjour ans, Christophe et Adrien. 19 ans de podcast, 19 ans, c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Ils ont Extraordinaire. 300, plus de 380, je crois, podcast, Je sais plus. c'est énorme. Épisode. Ouais. Ah oui, ils ont tout passé en vue, ils ont tout vu au niveau des technos Microsoft en particulier. Ils ont commencé, Donc, ils étaient MVP carte perforée, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Mais si. Il y avait encore Encarta, n'oubliez pas à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ah bah non, ils en parlaient d'ailleurs, il y a des technos avec lesquels ils ont commencé au début, qui n'existent plus évidemment depuis bien longtemps. Et pourtant, il y a encore les épisodes qui sont là. Les épisodes sont encore dispo pendant quelques temps, donc si vous avez envie, vous pouvez aller voir, faire une recherche Et du coup, Visual les Studio Talk épisodes, Show. après, ils sont mis sur GitHub, tout ça, parce que justement, c'est perdu à tout jamais, une fois qu'ils fermeront leur site. Non, je pense que le site, d'après ce qu'ils se disaient, le site sera fermé, mais par contre, ils seront toujours dispo sur les plateformes Oui, mais habituelles. imaginons dans 100 ans que je veux écouter. Ah bah, il faudra voir par rapport aux différentes plateformes qui existent. Bah, nous, il y a YouTube par exemple, et eux, tu auras toutes les plateformes de type MP3 ou d'écoute de musique qui gardent aussi une copie de ça. Donc, Bref, donc dans 100 chapeau bas, ans, quoi. ça sera sans doute encore là. Autre remerciement que je voulais faire également, c'est à la communauté du MTG qui organise d'ailleurs très régulièrement des événements. Vous les retrouvez sur mtg-france.org d'ailleurs. Et ils viennent en tout cas tout le temps nous soutenir nos podcasts aussi. Donc c'est aussi un deuxième remerciement que je voulais faire à eux. Et on a l'occasion, eux aussi, et eux sont forcément beaucoup plus actifs maintenant que Visual Studio Talk Show. Mais donc on a aussi l'occasion de les rencontrer récemment. C'est pas dur non plus, non. Mais donc nous allons passer à quelque chose de plus concret avec vous deux, messieurs. Juste pour signaler, donc vous êtes deux MVP, technologie développement chez Microsoft. Mais avant de commencer le sujet, bien que vous êtes là en gros à chaque fois, c'est peut-être quand même l'occasion de parler un peu plus de vous. Donc peut-être de nous dire, parce qu'on peut-être que des auditeurs ne savent pas, vous savent peut-être forcément que vous travaillez dans les technos, mais peut-être pas en détail. Donc peut-être Adrien, tu peux peut-être commencer à dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes bien faire, et puis après Christophe va pouvoir continuer. Ok, ben moi j'aime bien le CrossFit, je fais beaucoup de run, enfin Christophe le sait, mais plus professionnellement, je suis technical architecte dans ma boîte, je suis consultant et actuellement en mission dans une grosse boîte d'énergie en Belgique qui fait de la distribution où je réalise toutes les gouvernances et je fais de la veille et de l'éveil technologique pour ça. C'est vraiment cool comme partie et c'est surtout passionnant parce que je rencontre beaucoup de développeurs et on a mis en place des communautés qui nous permettent de faire de la veille tous ensemble avec des dojos, avec des petits challenges au fur et à mesure de temps. Et franchement, c'est cool parce que je suis parti il y a 9 mois, 10 mois maintenant dans cette boîte à rien du tout au niveau des communautés, avec une communauté aujourd'hui qui est très active où il y a des échanges en permanence. Et comme le toast sait, je suis très dynamique pour ça et j'adore ça. Mhm. Et Cool. donc voilà. Et en Cool. plus de ça, j'organise des événements. Je suis contributeur, le deuxième contributeur de DevApps au niveau des Tipeee depuis des années, au Ah bah final. oui, et à chaque fois t'es remercié. Ouais, je sais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je crois que c'est parce que j'ai tellement Denis, il a payé une que je peux Tesla venir sur la maintenant. scène. Voilà, c'est pour ça. Merci d'avoir payé Euh, ma voiture, c'est très bien. je t'en prie, je t'en prie. Je vais mettre up l'électricité, j'en suis certain. Et en même temps, avec vous, avec toi, c'est Denis, on organise le DevD aussi qui a lieu en Belgique prochainement au Aussi. mois de mars, le 26 ou 27 mars, je ne sais plus, l'un des deux. Et où
D'ici quelques jours, on va lancer la billetterie et en parallèle, on a déjà lancé le Call for Paper. Donc, s'il y a des speakers qui nous entendent et qui voudraient potentiellement proposer un talk, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. On vous enverra rapidement directement vers le lien approprié et potentiellement on poussera pour que vous soyez pris comme speaker parce que nous, ça nous intéresse d'avoir des gens qui sont motivés et surtout actifs dans les communautés. Ouais, mais c'est sur place, il faut dire, c'est à Ouais. Mons, en Belgique, donc il faut venir jusque-là pour pouvoir parler et pour rencontrer les gens, évidemment. Il y a quand même une Mais belle c'est intéressant. compensation parce qu'il y a beaucoup de bières, on est d'accord. Ah bah, il y a tout ce qu'il faut, ouais, non, ça, à ce niveau-là, tout le monde est content en général. Et il y en a plein qui veulent savoir c'est quand que la billetterie s'ouvre. Normalement, ça devrait être le 15, mais il faut qu'on soit sûr pour un dernier point. Mais normalement, c'est dans quelques jours. Et Christophe, Ouais. dis-nous un petit peu de ton côté, que fais-tu quotidiennement? Bah, pas grand-chose en fait. Ce matin, je me suis levé à 9h parce que voilà, après, Tu été bah, couché à 9h30. ouais, c'est un peu Voilà. ça. Je vis la vie, je cueille la fleur, je fais ce que je veux, quand je Ouais. veux. Non, non, là, C'est la bonne tu c'est une bonne exagères. situation ça d'être cueilleur de fleurs? Il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ah, c'est un métier, il faut y aller, hein. L'impro, La faut réviser le film au préalable, mais sinon, faut la y vie est aller. une rencontre de gens, des gens comme vous, voilà, c'est ça Voilà. en fait. C'est formidable. Bon allez. Non, mais il faut dire aussi que tu as aussi une entreprise et que tu développes des logiciels, un logiciel en particulier qui travaille, enfin qui se concentre sur tout ce qui est gestion de planning. Ouais, en fait, je m'éclate et puis depuis que Blazor est sorti, c'est ma vie, quoi. Franchement et je m'éclate. Enfin, je sais pas si vous avez la chance de vous éclater. Hier, je discutais avec un copain, qui travaille à Decat et il dit: «On n'a pas le temps de faire ce que je fais moi, de Mmh. peaufiner mon code. Tant, tiens, je vais regarder là, tiens, ça va mieux». Il dit: «On n'a pas le temps de Ouais. faire ça». Il dit: «Tu as du bonheur de faire ça, de pouvoir, faire du refactoring de code». Il dit: «Mais la plupart du temps», il dit: «Bah non, on n'a pas le temps, on passe à la suite, ça marche, OK, basta, quoi». Et c'est terrible, j'étais horrifié d'entendre ça, quoi, ça m'énerve. Pauvre gars, je lui ai dit, enfin bref. Il y a une Enfin partie de bref, l'écran bon, qu'on voit sur le partage, Adrien. c'est Ah, trop marrant ça. Ça bouge et ça me il y a un Et donc, ouais, en parlant justement de peaufiner le code, de tester, de vérifier, tu vois l'introduction, hein, la transition, on va parler de Playwright. Et donc le Playwright, bah, d'après ce que j'en sais, ce que vous m'avez dit en 2 mots, ça va servir à ça. Ça va servir à quoi? Automatiser les tests? Dites-nous en plus. Je vous laisse la main sur ça, expliquez-nous ce que c'est. alors on va partir sur un autre constat, Denis, parce que le problème, c'est que tu connais toi comme moi Christophe et Ouais, Christophe, il a un problème, c'est ouais, de nous contacter le vendredi pour nous dire: «Je suis en train de mettre en prod». mais ouais, c'est tellement vrai. Mais c'est un truc en fait, c'est un truc de débile parce que je mets en prod le vendredi soir. Mais c'est un fait, j'y peux Alors ouais, rien. non, mais j'ai des on le preuves, hein. sait. Ça, c'est la Oui, voilà, conversation entre regarde. Denis et moi et Ethos et vendredi 8 décembre, donc vendredi dernier, il nous envoie une Ouais, photo c'est à vrai. 17h pour nous dire: «Je suis en train de mettre en prod les gars». Mais ouais, non, mais c'est un truc de débile, en fait, mais ça tombe comme ça. Parce que, bah, voilà, je sais pas, je commence le lundi matin, vendredi soir, je mets en prod, point. Mais comme je disais, ben, j'ai une chance sur 5 que ça foire, quoi. Mais l'avantage de mettre en prod le vendredi soir, c'est que j'ai 2 jours pour corriger, quoi. Voilà, ça, 2 c'est le jours, 2 truc. jours. Tu es sûr que tu as 2 jours pour corriger? Bah, en fait, ouais, non, mais il y a une problématique. En fait, c'est que, il m'arrivait avant, c'est que, je teste sur ma machine, mais sur la machine des autres, ça va pas. Par exemple, je vais vous raconter un cas concret. J'utilise un JavaScript au départ qui va en gros regarder l'IP, puis je vais stocker l'IP, la localisation du gars, tout ça. Donc c'est un petit JavaScript. Ce JavaScript, une fois, je change de nom parce que la fonction du JavaScript, ouah, pas belle, j'ai peaufiné, j'ai rajouté un S, quoi. Je vous dis des bêtises, mais c'est ça. Je teste, nickel, ça marche. Je balance en prod, puis ben marche plus. En fait, à cause du cache, les caches des navigateurs, le JavaScript, il n'a pas été repris une fois que c'était en prod chez les clients, boum! Et puis moi, je m'en suis pas rendu compte. Franchement, c'est parce qu'un client, il me dit: «Ouais, le truc, il va plus, quoi». Alors bah, vous appuyez sur F12, vous faites contrôle F5. Non, mais un truc de débile, quoi. Tu meurs, en fait, à ce moment-là. Mais pourtant, mon code, il passait, mes tests unitaires, ils passaient. Mais ça, j'avais pas su gérer. J'avais pas su gérer qu'en renommant un JavaScript, il y avait un cache au niveau de ma web app et puis, dans l'os, quoi, dans le Ouais. baba. Du coup, entre 2, j'avais mis, vous savez, ce que mettent tous les vieux web développeurs, un point d'interrogation, V1, et puis ça te permet de, tu sais, de changer le nom, entre guillemets, du fichier JavaScript. Enfin bref, ça, c'était une belle cata. Et du coup, bah, ce qui est arrivé, c'est que, bah, au petit déj, quand je mets en prod, je vous assure que c'est vrai,
je prenais le téléphone à côté, je le cachais un petit peu pour pas que madame elle voit que je suis en train de tester là, puis hop, elle va, c'est cool. Waouh, je suis content. Samedi, je peux faire autre chose, quoi. Que de corriger ou d'avoir des problèmes avec les clients. Enfin, des problèmes, non, un petit souci quand même. Mais en fait, Playwright, il va un peu peaufiner ça, en fait. Il va me permettre de pallier à ce problème-là. Est-ce que mon UI, mon interface, elle va? C'est tout con, hein, mais teste, clique à ma place, quoi. Lance, mets mon mot de passe et puis clique et puis teste. Est-ce que j'ai l'écran que ça marche? Alors, je vais vous faire voir un peu ça. Donc, regardez, je vais faire une petite démo. Je prends cette petite application Blazor là, par exemple, et en fait, en gros, je choisis ici une incrémentation de 2, j'appuie 2 fois sur mon bouton et mon compteur est 4. Voilà, donc j'ai un peu amélioré ce petit bout de code là. Et là, on va tester ça. Je vais tester ça au même titre que moi, je l'aurais fait le matin. Pour faire ça, je vais créer du coup un nouveau projet de test unitaire. Je prends ici NUnit. Et dans ce dossier-là, je vais ajouter le package Playwright. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. J'ajoute le package. Donc là, il met tout ce qui est nécessaire pour tester dans mes navigateurs. Et maintenant, je vais faire une build de ce projet-là. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer un fichier Playwright PS, un fichier PowerShell, et je vais l'installer. En l'installant, en fait, je vais pouvoir maintenant ajouter ici tout de suite, je mets mon projet dans ma solution, mon projet de test. Je vais runner en arrière-plan mon petit logiciel Blazor là, pour le tester. Donc je vais faire un .NET Watch. Au moins lui, il va tourner et je vais récupérer son localhost. Là, ici, il me le met sur le 5255, sur le port 5255, donc ça, c'est bien. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ce que j'appellerai CodeGen. Alors, CodeGen, c'est un petit programme qui va me tester. Ouais, on voit pas bien, Denis, je sais. Il va tester pour moi. Je vais pouvoir créer mes tests unitaires au clic moi-même. Je veux dire, maintenant, je mets mon localhost ici, dans mon application qui tourne, et puis, en fait, regarde, on voit bien qu'au survol de la souris, il essaie, comment je peux trouver tel et tel objet de mon interface. Et à droite, je vais pouvoir choisir dans une librairie, crée-moi le test unitaire que je suis en train de créer à la souris. Donc ici, je vais choisir un unit, et maintenant, je clique 2 fois sur mon bouton, puis regarde à droite, il me trouve les get by role, et en fait, j'appuie 2 fois, et maintenant, bah, tu vois, je voudrais les récupérer ce cat. Donc là, je vais arrêter d'enregistrer, voilà. Je clique sur ce bouton-là, puis regarde bien, au survol, en fait, Playwright, il va faire le maximum pour être sûr de trouver le bon élément dans la page. Et en fait, on a plein de locateurs. On verra après, et il y en a des tonnes de façons. Je vais copier en mémoire ce test unitaire, et maintenant, je vais le coller en vrai à la place de ce template, enfin de ce modèle de base qu'ils mettent dans mon NUnit. Je colle ceci. Et maintenant, je vais aller récupérer ma valeur de mon compteur. Moi, dans ma page, j'ai fait attention de rajouter des ID, qui pourrait être une bonne pratique, en fait, quand on code, nous, développeurs, pour les tests à venir, de mettre des ID à des moments qu'il faut. Mais de toute façon, Playwright serait retrouvé. Et là, maintenant, je vais m'attendre à ce que expect. Et Adrien vous le rappellera, observez bien que tout est async. Et je vais, en fait, trouve-moi le locator. Et du coup, moi, j'ai rajouté mon identifiant current count, et je veux qu'il contienne, moi ici ça va être la valeur de 4 après mes 2 clics, donc je veux qu'il contienne la valeur de 4. Bon, 4 ça va marcher, on va pas mettre 4 parce que tant qu'à faire on va regarder quand ça plante, on va essayer avec 5 par exemple, et maintenant je vais pouvoir exécuter mon test unitaire. C'est un test d'interface, un test end-to-end on pourrait dire. Et là on remarquera que avec un peu de chance il va planter, c'est le but, parce que sinon ça serait trop facile. Donc là, il est en train de tester le code comme si que moi-même je le cliquais réellement. Et là, effectivement, ça plante parce que lui, il y a eu un résultat de 4, mais moi, je m'attendais à ce que ce soit 5, évidemment. Maintenant, c'est tout, je mets 4, et puis du coup, voilà, j'ai plus qu'à runner mon test unitaire, pour faire un petit coucou à nos copains du Québec, et hop, nickel, ça marche. Donc voilà, déjà, en fait, ça, c'est un nouveau test unitaire qu'on peut faire facilement. J'ai plus besoin de m'embêter, tu vois, une fois que c'est en prod. Et le serveur web doit toujours tourner. Tu as démarré tout à l'heure un serveur web avec l'application. C'est pas le test unitaire qui démarre le serveur web. Le serveur web doit tourner derrière. Ouais, Adrien te le montrera ça après. On va monter tout doucement. Alors là maintenant, à la suite,
Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé un nouveau projet de test. J'ai rajouté mon paquet Nugget. Alors, moi, j'ai mis le NUnit, mais il existe tous les autres types de paquets Playwright. Je compile le projet. Du coup, il me crée dans le debug un fichier qui m'intéresse, qui est le Playwright PS1, lui qui en fait, il l'appelle une DLL. Je l'installe et maintenant, je peux utiliser mon CodeGen. D'accord? Donc jusque-là, facile. On voit que j'arrive déjà à faire des petits trucs en 5 petits points, quoi. Alors en Ok, fait, donc, ce qui se passe, pardon. non, vas-y, je t'en prie, continue. L'architecture de Playwright, en fait, va exécuter en dehors de mes navigateurs via leurs protocoles respectifs de communication. Mes navigateurs, ici les Firefox, Edge et Chrome, ça passe par le protocole DevTool. Et au niveau de WebKit, donc on sait très bien qu'au niveau Mac, ben, on ne peut pas avoir 100% le vrai Mac parce qu'il faudrait avoir, enfin, on ne peut pas l'exporter, l'avoir. Donc avec WebKit, on simule au mieux ce qu'il arriverait avec un Spectre protocole, ce qui arriverait sur Safari. D'accord? Donc c'est une architecture qui est unifiée pour tous ces browsers-là, ce qui est formidable. Et c'est un système de test qu'on peut-être on redira plutôt qui est endless. C'est-à-dire que je pilote en dehors de mes browsers et sans forcément qu'ils s'ouvrent, hein. Je suis pas obligé. Sans qu'ils soient démarrés, ouais, c'est ça. Mais ils doivent être installés sur les machines. C'est quand j'installe mon paquet, c'est lui qui met tout. Il s'occupe de tout. OK. Donc si on n'a pas Firefox, il va se charger de ça, quoi, de mettre ce qu'il Ouais. faut pour que ça qu'on ait le Oui, tu moteur. pas besoin d'aller toi-même installer ton Firefox, ton Chrome ou Ouais. bref, heureusement. Ou ton Ah, cool. Internet Explorer, tout ça, tout ça. Non, je déconne. Alors, un truc qui est important, et ça, tu l'as un petit peu dit, c'est qu'on est en headless, c'est-à-dire que finalement, les tests qu'on va tourner, il n'y a pas besoin d'avoir une visualisation devant nous. C'est-à-dire qu'il va utiliser, comme tu l'as dit, Stos, les API sans utiliser le moteur graphique de sa carte graphique ou autre. Et donc, il n'y a pas, comme on avait l'habitude avec Selenium dans le temps, ouvrir le navigateur, le Chrome, l'Edge, le Firefox, commencer à faire des manipulations et où on voit en clic by clic tout ce qui se passe. Ici, dans ce cadre-ci, c'est fait in memory, on ne le voit pas. Et là, ça permet aussi d'avoir une meilleure rapidité. Parce que si, pour ceux qui ont développé avec Cypress ou avec Selenium, c'était l'un des problèmes majeurs. C'était le temps que le Chrome Driver se mette en route. Le Chrome Driver était lancé, à ce moment-là, il commençait à faire sa petite popote. Une fois qu'il avait terminé, il lançait le deuxième test, etc. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'avec une mauvaise configuration, on n'avait pas d'isolation. C'est-à-dire que Ouais. le premier test avait des effets et des répercussions sur le deuxième, troisième, quatrième test, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que Playwright arrive nativement dans la box, c'est d'avoir de l'isolation. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va lancer un test unitaire, le test, enfin le Playwright va, au niveau du test, n'avoir aucun historique de ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire que, imaginons que je me connecte, enfin, j'ai un test où il fait une connexion, il va sur un lien, il clique sur le lien, il va après sur une nouvelle page. Usuellement, ce qu'on va avoir dans une navigation, c'est qu'on va avoir le bleu, enfin le lien qui sera dans un état de déjà visité. Si je relance le test une deuxième fois, je verrai si je l'ai de façon visuelle, et toi, ça va expliquer après comment on obtient la partie visuelle en Headful Playwright. Je ne verrai pas que le lien a déjà été visité par rapport à un second test, parce qu'on est dans un cadre d'isolation. Et donc, ça nous permet ainsi de pouvoir ne pas partir sur le principe qui est assez bien, c'est je n'ai pas de cache. Donc là, on règle le problème de tantôt de Christophe. On revient à un nouveau cache de base. On revient dans des états qui sont neutres, sans avoir des problèmes. Après, on peut avoir, par exemple, pour tout ce qui est authentification et autorisation, avoir des fichiers de partage. Par exemple, on pourrait se connecter une première fois et extraire ce fichier enfin, les cookies qui ont été utilisés, ou en tout cas le JWT token qui aurait été émis, et de pouvoir les mettre dans une autre session de testing, ce qui nous permettra à ce moment-là d'éviter à chaque fois de refaire une authentification. Mais dans notre cas, c'est pas ça qu'on cherche à avoir, mais c'est quelque chose qui est faisable. On peut faire du share context dans Playwright. Tos, par contre, tu me parlais de MS Unit, enfin de NUnit, on est d'accord que c'est de la merde NUnit, mais on va parler d'MS Test, mais il y a d'autres langages qui sont utilisés? En fait, par défaut, en fait, Playwright, il supporte officiellement plusieurs langages. Donc, c'est TypeScript qui est son langage par défaut, mais aussi Python et Java, .NET et Java. D'accord? Donc, ce sont les langages vraiment officiellement supportés. Cependant, il existe de nombreux autres langages open source, comme on va retrouver Rust, Go, Crystal, Perl, qui sont supportés via on va dire des communautés open source. Et il y en a un paquet. Sur GitHub, on a toute cette liste-là. Donc,
On Par mettra le contre, on lien dans le chat. remarquera que TypeScript qui est toujours un petit peu en avant face au reste, hein. C'est là-dessus qu'il développe les gars, quoi. C'est normal, hein, en fait, le projet Playwright, il est super abouti aujourd'hui, alors qu'en soi, officiellement, ça ne fait même pas 1 an, enfin, ça fait plus d'1 an qu'il existe, mais il n'a pas 3 ans encore. Il est très jeune en fait comme projet parce qu'on part sur un historique où, l'équipe de développement, elle vient enfin l'équipe de développement, la communauté de développement qui est derrière, Playwright, elle vient d'un autre projet qui s'appelait Puppeteer au niveau JavaScript et où il y a une divergence d'opinion par rapport à des choix stratégiques qui ont été établis. Alors ça, c'est leur popote en interne, mais pour notre plus grand bonheur, heu, certaines personnes comme Debbie O'Brien, se sont, mis en tête de repartir sur une nouvelle base qui s'appelle Playwright et de reprogrammer par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment une stack de développement qui est enfin une stack aujourd'hui de Playwright qui est vraiment énorme et bien complète et qui subvient, je vais y arriver, à plus de 90 de nos besoins en tant que développeurs. Tout ce qui est, supplémentaire, c'est vraiment des cas bien spécifiques sur lesquels on n'arrive pas enfin, même, au niveau plus petit ou de Spectrum Selenium où on doit faire du chipotage pour y parvenir. Mais par contre, là où on a beaucoup de maturité, c'est pour tout ce qui est locator, comme toi tu l'as souligné. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui a été super bien faite avec, que ce soit CodeGen ou en tout cas la partie liée aux recherches, d'avoir 100 de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, au niveau des locators, l'objectif du locator, c'est d'essayer de trouver un élément sur la page. C'est un peu comme en jQuery, si vous vous rappelez le Finder. Ici, on est dans un système un peu différent, mais on va retrouver des éléments sur base de, par exemple, du texte qu'il y a dedans, du rôle qu'il peut avoir, du label, d'un ID, d'un title, d'un alter. Il y a plein de choses qui nous permettent de pouvoir identifier un élément qui se trouve dans notre page web. Et dans ce cadre-ci, une des bonnes pratiques qu'eux utilisent le plus souvent, c'est la partie ARIA qui est derrière. Le problème, et ça c'est un truc qu'on a remarqué avec TOS, c'est au fil du temps, quand plus votre projet va grossir, plus malheureusement vous allez avoir des éléments dans une page et donc vous créez potentiellement d'avoir besoin de revenir dans le code. Mais ça n'empêche que vous pouvez relancer le CodeGen et à partir du CodeGen, de refaire une identification avec le locator, avec le petit outil comme la petite pipette que TOS prenait tout à l'heure pour faire de l'identification d'éléments. Bon, par Tu contre, dis TOS, revenir dans le code, c'est pourquoi? Parce que les libellés vont changer, c'est ça que tu veux dire? c'est ça, voilà. Donc là, il faut avoir une stratégie potentiellement dès le départ de se dire, OK, comment est-ce que je viens à Ouais, rendre unique identifier. un élément? Voilà. Ouais. Et moi, dans Et mon pourquoi pas? entreprise, j'ai imposé à tous les développeurs de mettre des ID. Ouais, C'est-à-dire justement, que dans c'est les ce que j'allais guidelines, demander. c'est les Pourquoi choses tu avais l'air importantes. de dire pourquoi eux ne se basent pas là-dessus et qui se basent plutôt sur des labels, des arias ou pourquoi ne pas se baser sur un ID d'office de dire tiens j'ai besoin d'un ID si je veux identifier un élément? Dans le Pas plus standard du logique? web, dans la partie liée aux communautés des développeurs web au niveau JavaScript, ils essayent d'exclure de plus en plus les ID. Mais dans les sociétés un peu plus structurées, par exemple là où je travaille actuellement, quand c'est ce genre de test qui est fait, ils utilisent un data attribute spécifique pour les tests, pour la génération des tests. Parce que D'accord. le problème des ID, c'est aussi une faille de sécurité potentielle. Parce que ce que nous, on est en train de faire, de reproduire cette partie-là du code, ça peut être aussi utilisé par des personnes malveillantes qui veulent potentiellement refaire la même chose qu'on est en train de faire aussi à large spectre. Mmh mh. Mmh. Parce que Ouais. l'outil de testing, l'outil qu'on a aussi devant nous aujourd'hui, c'est un outil d'un point de vue white hacking qui est bien pour nous pouvoir faire du testing de qualité avec tout ce qu'on veut au niveau de la reproductivité et la non-régression. Mais par contre, ça peut être aussi utilisé à des mauvais escients. Ouais, Ouais. c'est ça les ID le problème après, bon. Et là, on a les locateurs et forcément à la fin, on va avoir ce qui est assertion en fait, c'est, un peu avoir les Attends, il résultats. y a un truc avant. Il y a un truc Vas-y. avant, parce que tu me dis que tu as les locateurs, donc tu as identifié un élément, mais tu peux faire des choses dessus. Oui, De faire Tu as vas-y. des des actions. actions. Oui, C'est oui, oui, marqué C'est pour là. oui. toi, toi. Tu veux faire des actions, c'est marqué dessus. C'est marqué C'est dessus, pour mais toi, bon. toi. Alors, toi, c'était pour toi, mais c'est pas grave, je vais le faire. Ah, donc, au niveau des actions, quand on a identifié, par exemple, un input texte ou des choses ainsi, on peut réaliser différents éléments. C'est des opérations qu'on ferait normalement avec la souris ou en tout cas avec le clavier. Et tout ça est repris directement dans l'API qui est mise au niveau de Playwright. Alors, Playwright a pris une stratégie de faire du fluent coding, c'est-à-dire qu'on va faire du chaînage. On Mmh. va, par exemple, avoir le fait de faire un get role et puis de faire point vers l'action qu'on doit faire. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, je veux remplir un textbox, ben, je vais récupérer le textbox et puis je vais utiliser la méthode fill async dans ce cadre-ci pour lui rajouter des éléments directement, les différents éléments. Le fill async, ça va simplement remplir en une fois, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire de la simulation de key press
Et donc, dans ce cadre-ci, c'est la partie un petit peu plus basse que vous allez avoir ici, avec cette partie de type async qui va simuler le fait de vraiment et faire touche par touche, et c'est lui qui va s'en occuper. OK. Et il y Donc a là, on moyen fait. d'attendre? Tu sais attendre entre parce que, comment il sait, par exemple, tu dis: «Tiens, je vais remplir une zone». Alors, je sais Ouais. pas, imaginons qu'il faut quelques millisecondes ou quelques secondes, enfin, j'exagère des secondes, mais pour pouvoir faire le traitement derrière, pour que le JavaScript s'exécute, il y a moyen d'attendre? On peut lui faire mettre des Alors, pauses au pire. on peut Ouais, lui c'est mettre des ça. pauses. Alors, l'autre chose, et ça, c'est quelque chose sur lequel on avait discuté dans le slide suivant, mais tu nous casses, tu viens un petit peu pirater notre session, je comprends, Denis, tu te venges. Pardon? Euh, En Si, soi, si. quand l'objectif de la sync, c'est qu'il va lui-même volontairement faire de l'attente. C'est-à-dire qu'usuellement, quand on utilisait D'accord. Selenium, qu'est-ce que Selenium faisait? C'est que c'était nous qui devions nous assurer que l'élément soit disponible, soit visible, ou Ouais. en tout cas soit actionnable. C'est-à-dire que bien souvent, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'un développeur mettait un trait slip pendant une seconde, il revenait voir si ça fonctionnait et après il le faisait. Ici, il n'y a plus besoin de le faire. C'est c'est Playwright qui s'occupe pour ça pour nous. Donc, c'est-à-dire que si imaginons que le get label, donc si je prends la troisième ligne ici, le subscribe to newsletter n'est pas disponible, donc il n'est pas visible, il n'est pas actionnable, on ne sait pas faire de le checker, par exemple, de faire Mmh. le clic. Qu'est-ce qu'il lui va faire dans ce cadre-ci? C'est qu'il va lui-même volontairement faire du retry. Et c'est lui qui va le faire lui-même. C'est pas à nous de le programmer, c'est lui qui va simplement se mettre en mode, attends, ce champ-là, le get label ici avec le subscribe to newsletter, je le connais pas encore, je le vois pas dans mon DOM. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Il va attendre, il va attendre, il va attendre, il va essayer jusqu'à 10 fois par défaut. Si au bout OK. des 10 fois, il n'a pas réussi, à ce moment-là, il va se mettre en échec en disant je n'arrive pas à obtenir cette Ouais, information, ce locator-là. Et ça, c'est natif dans le framework. Ah cool. En fait, c'est Ce hyper sont les mêmes simple. syntaxes? Vous parliez de C# par exemple, enfin de .NET et de TypeScript. À la limite C'est ici, on basé voit sur. même pas la différence. C'est exactement les mêmes syntaxes à utiliser. Oui, sauf que ça utilise plus la taxonomie JavaScript et TypeScript du côté JavaScript, mais on est aussi du Fluent API dans ce cadre-ci, Ouais, mais ici, on avec le verrait fait même de pas la faire du différence. chaînage. Non, non, En tu en verras. en TypeScript, Tu il faut ver aussi un await et donc tu vas pouvoir faire C'est un ça, voilà. page.getByLabel par exemple, aussi bien dans l'un comme dans l'autre, quoi. C'est ça, voilà. OK. Et après, tout ce on va appeler assertion, c'est un peu le résultat qu'on attend. C'est tout ce que j'avais commencé par expect. Donc là, on en a une flopée. On a tout. Est-ce que ça a été coché? Est-ce que c'est visible? On peut même dire à un moment donné, est-ce que c'est visible dans mon viewport? Est-ce que cet aimant-là est visible? Est-ce qu'il est présent dans mon DOM? Est-ce qu'il est visible, invisible? Est-ce qu'il est caché? En fait, on a tout à notre disposition pour tester notre DOM, nos éléments. Est-ce que cette classe-là est présente? Est-ce que bref, Ah cool. tu t'attends à tout. Donc ça, c'est un peu le résultat. Maintenant, je vais vous faire voir un petit truc. On va continuer à jouer avec CodeGen. Alors regarde, ici, je vais dire au programme: «Bah, maintenant, tu vas me tester, avec CodeGen, je dis: "Tu vas me tester ce site-là", par exemple le site, en 800-600. Est-ce que ce site, devapps.ms, comment il réagit en 800-600? Boum, il me Oh, vous avez met testé le truc. DevOps. Ouais, bah, ouais. C'était de la Il merde, va hein, me clairement, tester on va te le dire. automatiquement le site en 800-600. OK, super. Donc là, je peux avoir un résultat au niveau des résolutions. Je peux dire aussi: «Bah, ouais, mais teste-le-moi», donc tu vois, tu peux récupérer ton code. «Ouais, mais dans Firefox, ça donne quoi?» En fait, je peux aussi lui passer un paramètre par rapport à mon browser avec simplement B et FF et puis lance-moi et là, il va lancer, en fait, Firefox. D'accord? Je peux aussi lui dire: «Ouais, mais sur Apple, ça me donnerait quoi?» Eh bien, en fait, tu vas lui passer, bah, forcément, tu vas plus lui passer, FF, mais tu vas lui passer les paramètres du WebKit et on va tester qu'est-ce que ça donnerait si un mec il est sur Apple. Donc là, on voit qu'il va lancer, le WebKit, le browser quoi, qui est un peu plus moche, hein. Pas très beau, hein, non, effectivement. Ah, c'est WebKit. Ah, déconne. Et après, en fait, ils ont pré-paramétré différents, ratios, ce que j'appellerais, les résolutions, les ratios de pixels. En fait, on peut lui demander: «Donne-moi un peu ta liste de devices que tu as déjà, en fait, en mémoire». Ils en ont fait en fait, voilà, tu vois, ils ont fait Mmh. alors il y en a qui sont pas forcément hyper récents parce que tu vois, quand on dans la liste, on retrouve des Lumia, les Lumia 500, ça me fait un Il peu y a mieux, marrer il y a parce que mieux, il y a mieux. quel Il y a du intérêt? BlackBerry. Ouais, enfin, c'est les intérêts, tu dis: «Mais pourquoi? Pourquoi?» Ah bon, ça c'est marrant. Donc là, Est-ce en qu'il y a des fait, on va Windows dire: «Bah, écoute, Phone? par exemple, sur un iPhone, voilà ce que ça donnerait sur un iPhone 14».
puisque je connais le nom de son device. Donc là, le ratio, la résolution, le ratio du pixel, hein, quand on paramètre ça, on peut le faire nous-mêmes hein, dans nos navigateurs. Eh bien, en fait, ils sont un peu pré-programmés, c'est ce qui est très pratique. Et si maintenant je teste ça sur un Pixel 5, par exemple, donc c'est pas forcément de la dernière génération, hein, Pixel 5, mais peu importe, ben, on va vraiment voir qu'il va nous tester ça sur Chromium, quoi. OK? Ouais. Et en fait, on peut encore aller plus loin. On peut même tester des tests de localisation, en fait, de géolocalisation. Donc là, en fait, en géolocalisation, j'ai été prendre au pif, des coordonnées dans le fin fond d'un pays en France, et puis je vais lancer Big.com, ouais, c'est parce que ça, c'est pour ceux qui font des travaux. Bing.com, donc là, je suis obligé de lui dire, OK, donc je dois valider mes cookies. Et en fait, au niveau de une fois que je valide mes cookies, je peux dire, bah, localise-moi. Donc, je clique sur le bouton localiser, mais il connaît maintenant les GPS que je lui ai imposés. Et automatiquement, je me trouve ici, pas loin entre Nantes et Angers. Et puis, bah, je peux tester, en fait, à tel endroit, qu'est-ce que ça donnerait, puisque je lui passe des coordonnées. D'accord? Mhm. Ok. Tos, tu m'as montré un truc sympa là, mais par contre, tout à l'heure, on discutait quand même du fait que on ne voyait pas ce qui se passait. Ouais. T'es d'accord avec moi? On fait du headless. Donc en soi, du headless, c'est pas visible. Donc là, comment est-ce qu'on vient à vérifier que tout fonctionne correctement? Alors, voilà. Maintenant, en fait, regardez, on va créer ici je vais démarrer, en fait, un tracing dans mon code, et je vais pouvoir lui dire: «Maintenant, on va faire des selfies». Faire des screenshots, en fait. Donc finalement, je lui mets dans mon contexte un tracing et puis moi, je vais lui dire: «Ben, je vais utiliser, dans ce tracing-là, ce qui est selfie». Parce qu'il y en a d'autres et on va simplement lui rajouter le paramètre de screenshot. Donc on lui met les screenshots à true et maintenant, du coup, je vais pouvoir dire à tel endroit de mon code: «Tu me fais une capture écran». Après Sympa. une fois que j'ai choisi mon truc, fais-moi une capture écran. Et après, et je vais lui donner aussi en PAF, en chemin, bah, je peux carrément lui donner le nom de l'image que je veux qu'il me génère. Donc Qui est là, il va la mettre génératifché. dans le ouais, il va me la mettre dans le dossier du debug, mais le PAF, je lui mets carrément son nom. Donc par exemple, on pourrait mettre, je sais pas, un truc très sérieux avec la date, une date, hein, un nom Ouais. daté. Bon là, je mets Captura, ça c'est pareil, quoi. Et après, bah, je vais essayer de mettre ça plus loin en lui disant: «Bah, fais-moi la capture numéro 2 de mon, machin et puis maintenant je vais exécuter mon code» et tu vois, 3 lignes de code, hein. 3 lignes de code, il va me gérer: «Tiens, moi j'ai eu ça comme rendu et j'ai eu ça comme rendu». Et Ça, on peut c'est balèze. utiliser les devices aussi dont tu parlais tout à l'heure. Eh ouais, non mais tu imagines le truc, quoi. Ouais, ouais. Donc là maintenant, une fois que tu te déplaces dans ton debug, tu vas retrouver tes captures écran, que tu t'es amusé à faire. Donc là, après là, ça serait toujours les mêmes parce qu'on les écrase, mais tu retrouves tes petites images qu'il a générées tout seul, sans t'avoir lancé ton browser. Ah là, il l'a pas lancé le browser pendant mon test unitaire, mais il m'a généré mes captures écran. Ça, c'est le bonheur. Ouais, sympa. C'est monstrueux. Plutôt sympa, c'est un peu c'est monstrueux, monstrueux. Monstrueux. Ouais, c'est exactement, c'est ce que j'allais dire, monstrueux. Bon, par contre, Tos, moi je te connais, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Comment est-ce que tu fais pour me débugger ça quand tu fais du testing? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, nos tests, ils vont être un petit peu longs, donc là, ce qu'on fait, c'est facile. Moi, je vais quand même lancer une variable d'environnement que je vais mettre à 1. Donc en fait, en bas de mon écran, on le voit pas bien, mais je passe une variable playwright debug à 1. Et maintenant, dans mon code, je peux mettre une pause, de ce qu'on parlait tantôt. C'est-à-dire que là, je vais dire ici à la fin, pause. Je peux faire ça dans mon code, j'ai le droit de faire ça. Et si j'exécute, mon test unitaire, maintenant, voilà. Alors regarde, déjà, je peux lancer le code, mais tout en haut, j'ai quand même les boutons un peu qu'on retrouve, tu sais, ce qu'on fait sur nos claviers, F10, pour arrêter le code, les breakpoints en fait, pas les breakpoints, mais tu joues au saut. Et donc là, en fait, regarde, boum, je le fais au pas à pas, ou si directement je lui allez, joue le code, boum, il va pouvoir s'arrêter et en fait, je peux mettre des breakpoints, en fait, à mon code, d'accord? Et venir, venir faire du debug de Mmh. mes tests unitaires. Donc ça me permet parce qu'évidemment, on va en faire, une vos tests, ils vont être pas aussi cons que ces 2-là, quoi, enfin que celui-là, quoi. Ça va?
Bon, bah, tu vois, en fait, c'est trop facile, quoi. Maintenant, le truc qui va être idéal, bah, c'est, quand ton projet part en prod et puis comment implanter tout ça et là, ça devient un peu plus sérieux, quoi. Alors là, on vous a montré uniquement, la surface de Playwright, par rapport à tout ce qui est les locators, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, le fait quand vous êtes dans du, React ou du Vue, il y a des locators particuliers parce que c'est un framework, SPA. Il y a vraiment une recherche complète qui a été faite. Il y a aussi, le fait d'utiliser les ID, les data test ID, data-test ID et cetera, les selectors qui sont là, il y a le chaining. Il y a plein de choses qui existent. Moi, ce que je vous invite à faire pour la partie locator, pour aller vachement plus loin, c'est d'aller voir dans la doc parce qu'elle est super bien expliquée au niveau du .NET et ça va vraiment vous permettre de donner une vision globale de tout ce qui existe. D'ailleurs, petite information, tout à l'heure, tu parlais de Puppeteer. Il y a un gars de la communauté française, en plus, qui a fait, toute la doc, ceux qui utilisent Puppeteer, pour migrer carrément vers Playwright. Voilà, c'était juste pour info. C'est une belle parenthèse. Bon, par contre, Tos, moi je te connais, je sais que tester, tu ne le fais jamais. Non, J'ai parce que tort? comme c'est Tester, c'est marqué pour douter. tester, c'est douter et corriger, c'est abdiquer, quoi. Donc, voilà, Donc moi, voilà. je suis certain qu'il faut qu'on mette un peu l'église au milieu du village. Alors, on parle depuis tout à l'heure du terme test unitaire, c'est parce que simplement dans les tests unitaires, quand on voit ça, c'est lié au fait d'avoir quelque chose de très rapide. Comme vous avez pu le voir ici, c'est largement rapide, mais c'est pas aussi rapide que des petits tests unitaires. Et là, TOS a déjà un peu donné l'expression. Playwright, il ne se situe pas au niveau des tests unitaires ou des tests d'intégration. On se situe vraiment dans des environnements qui ont été déployés, par exemple en prod, en acceptance, en int, en dev, ou potentiellement en local avec votre machine qui tourne, enfin votre serveur ou votre API qui tourne et qui permet de le faire. Petite parenthèse, tout ce qu'on vous a montré avec Playwright maintenant, on l'a fait d'un point de vue visuel. Le Playwright est aussi adapté pour faire des tests d'API HTTP ou gRPC. Donc, vous pouvez aussi utiliser Playwright pour faire des tests d'API et de commencer à tester que vous avez les bons retours aux bons endroits. C'est une petite parenthèse. Bon, on va aller un peu plus loin, c'est que là, on vous a montré la faisabilité de l'outil. Maintenant, on va vachement rentrer dedans. Pour une autre présentation qu'on avait fait, on avait utilisé un site web qui s'appelait la rebuild de Nantes. On avait fait un petit site web rapide avec 3 environnements. Un environnement de dev qui permet d'avoir les 3 en la même interface. Une première page home, une deuxième qui présente un peu l'AI avec un lorem ipsum et la dernière qui va vers le planning. Un truc tout basique, tout simple et ça a été déployé dans 3 environnements, un dev, un staging et un prod. Tout ça sur Azure de manière automatisée. Donc voilà, jusque-là, je pense qu'on a posé les bonnes bases. Au niveau du code, comment ça se situe? Alors je vais switcher sur mon écran. Est-ce que vous voyez? Denis, je sais que tu vas me dire que c'est pas assez grand, C'est donc c'est pour ça que petit. je switch. Je vais zoomer. Ouais, encore. Voilà. Encore? Non, C'est c'est bon, bien. ça te va? Magnifique. OK, nickel. Et donc, sur cette base-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est qu'on va retrouver, d'un point de vue global, on a une application qui contient des sources. Donc au niveau des sources, on va avoir notre site web en ASP.NET. C'est pas du Blazor, je me suis fait taper sur les doigts quand je l'ai fait, donc 1000 excuses à toutes ces personnes qui revendiquent Blazor comme, À la toute la sainte, communauté, prouesse. tu veux dire, de Ouais. développeurs? Ouais, On t'entend plus d'ailleurs. Allô? honte à moi. Allô? 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 On l'a perdu. Ouais, on a perdu. Et donc, sur cette base-là, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver un site web, tout ce qu'il y a de plus classique, avec dans mon app settings, la possibilité de pouvoir venir définir l'environnement. Je me suis basé sur les app settings pour pouvoir Ouais. setter l'environnement dans lequel on se trouve. Je vais avoir des tests unitaires, donc là, qui vont vraiment tester des fonctionnalités. Donc là, ici, j'ai des super tests unitaires avec le fait d'avoir 30 tests unitaires qui ne font rien. Mais vu que de base, si un test ne fait rien, il est valide. Donc si je le run, je vais les avoir en vert. C'est comme ça On que ne tu fais reviendra tes pas tests sur la. unitaires, toi. Bah Ouais, ouais, au moins Mhm. comme ça, tout on est me demande vert. d'avoir de la qualité. On m'a pas dit qu'il fallait que ce soit cohérent, hein. J'ai des Non, chiffres, non, ils sont non. bons. J'ai 30 tests qui passent au vert. Et ils passeront jamais au rouge, hein, ceux-là. Ah non, non, bah oui, je veux bien croire, ouais. J'ai une partie liée au DevOps, donc qui va contenir tout mon cycle de déploiement. Donc, je vais avoir un template, parce que j'ai fait du templating dans ce cadre-ci pour faire la génération du build. Je vais avoir un template pour le déploiement dans l'environnement qui est l'environnement de dev. Donc là, vous voyez comme c'est ici, l'environnement de staging et l'environnement de production avec les Mhm. URL d'environnement qui sont setés.
Qu'est-ce que je vais avoir dans ma partie du build? Ben, je vais avoir la première partie qui est la construction de mon website. Donc, dans la construction de mon website, rien de plus compliqué. Je vais faire simplement l'utilisation du .NET Framework, du .NET SDK. Je vais venir faire le restore de mes packages au niveau de mon website. Je vais venir faire la compilation de ce code-là. Je vais venir tester mes tests unitaires. Donc là, je viens simplement dire, OK, tout ce qui se termine par test.csproj dans mes sources vont être testés. Je vais exporter mes résultats. Je vais faire un publish de mes résultats. Et je vais faire un .NET Publish de mon website pour le récupérer en tant qu'artefact que je vais venir après publier. Ouais. Donc ça, c'est la partie website. Je récupère à la terme de ces différentes tasks un website, un zip avec mon website qui est dedans. Je vais également avoir une partie liée au testing. Et là, la partie testing, on est réellement dans du Playwright. Donc, au niveau de Playwright, c'est comme Tos l'a fait tout à l'heure, sauf que moi, je fais du MS Test. Donc, je vais retrouver dans mon CSproj, qui est ici, le fait que je suis dans du testing avec Microsoft Test SDK. Je vais avoir le MS Test Playwright, les tests adapteurs, etc., etc. Tout ça, jusque-là, rien de compliqué. Juste une petite partie en plus, c'est que j'ai un config.runSettings qui se trouve ici. Et ce config.runSettings vient me définir l'environnement dans lequel je suis, ainsi que les URL de variables que j'ai. Donc, à quel endroit je dois attaquer mon site web. Et ça sera utilisé par Playwright alors. Ça, de base, c'est utilisé par MSTest, la partie Run Ok. Settings. Ok. C'est juste que j'ai un peu overridé le MSTest de base pour venir rajouter des variables d'environnement pour pouvoir utiliser l'environnement sur lequel que je veux utiliser. Mhm. Je vais avoir mes tests. Alors, dans mes tests, ils sont ici. Donc voilà, j'ai une application verification test et j'ai utilisé ce qu'on appelle du page model programming. Donc, au niveau des tests, c'est une bonne pratique qui est mise en place au niveau de tout ce qui est test UI, c'est d'avoir un page model. C'est-à-dire que je vais avoir une page qui va être représentée par un modèle. Donc ici, dans ce cadre-ci, j'ai un global page model qui est ma page par défaut. Je vais lui dire, OK, je récupère l'objet, je vais me rendre sur l'objet, je vais vérifier que je suis dans le bon environnement, je vais prendre une photo, et puis je vais prendre une photo uniquement de l'environnement dans lequel je suis. Ça, c'est un premier test. Le deuxième test que je vais faire, je vais simplement faire un flow, donc ça c'est de l'API flow, d'aller de page en page. Même chose, je fais du page model programming. Donc je vais créer ma première page, je vais me rendre dessus, je vais prendre une photo, je vais pas modifier le code, j'ai une page numéro 1, une autre page qui est cliquable à partir de la première page. Donc je vais lui dire, Ouais. OK, quand je suis sur la première page, je clique sur le bouton pour me rendre à la page numéro 1. Je récupère le contexte de la page numéro 1. Je prends une capture d'écran comme on l'a fait tout à l'heure. Je scrolle jusqu'à la dernière section. Donc là, c'est vraiment l'action comme si on était avec la souris de scroller ou avec les deux doigts pour faire un scroll vertical. Ça, c'est automatiquement pris en compte par notre ami Playwright. Je vais faire une capture d'écran. Je vais me rendre sur la dernière page qui est au planning. Donc, pour m'y rendre, je dois cliquer sur la page 1 et je viens sur le planning. Et enfin, je vais faire une capture d'écran. Et alors ici, petite subtilité, c'est que je ne vais pas faire une capture d'écran de la page complète, mais je vais faire une capture d'écran d'un locator. Donc, je vais lui dire, récupère-moi l'image du planning. Et je vais faire Uniquement une une capture section. d'écran de ça. Voilà. Toutes les méthodes qu'on voit là, les GoToAsync, take screenshot, etc., ce sont des méthodes de Playwright? Ça fait partie du Non, SDK? c'est Ok, les méthodes de mon page model. Donc ici, dans mon d'accord. page model, je reviens dans la partie Playwright, enfin, je reviens dans la partie un peu plus dure de Playwright, où je viens utiliser le page locator pour lui dire, OK, rends-toi sur l'URL que j'ai besoin. Donc là, si vous vous rappelez tout à l'heure au niveau du contexte, enfin, du run settings, j'avais un contexte qui est mis ici automatiquement pour récupérer l'URL en question, Ouais. qui me permet ainsi de définir quelle URL je veux avoir. Je vais faire un test de savoir que, vu que je me suis déplacé sur la page en question, je veux m'assurer que la page contient le bon titre. Donc là, je viens dire, OK, je suis sur la page et je m'attends à ce que cette page ait le title Intel. Donc Mhm. Playwright Demo Rebuild. Et même chose, si je veux cliquer, qu'est-ce que je vais faire? C'est ici que je vais contenir tous mes ID. OK, je veux aller sur Go page 1 et je veux faire un click async et je vais retourner mon page model par rapport à ce que j'ai fait. En gros, Même si chose je pour la page. résume, tes pages modèles que tu crées là, c'est plutôt des objets qui viennent englober les fonctionnalités de Playwright. C'est ça, exactement. Et qui ont le D'accord. contexte de la page sur laquelle je suis en cours. Donc, Oui, ça veut oui, dire que oui, tout à grâce fait. à ça, je sais les actions que la page peut faire, qui Ouais. est une très bonne pratique au niveau, à ce Ouais, ouais. niveau-là. Grâce à ça, ça me permet de pouvoir faire de la réutilisabilité des contextes et des pages. Puisqu'une Ouais. page, elle a des actions qui sont disponibles et on revient un peu plus dans l'orienté objet et dans la programmation orientée objet pour avoir du code de test maintenable. Et même chose pour la partie des page models qui sont là. Alors, un Juste petit truc que j'ai.
Une Dis-moi, dernière vas-y. question avant, quand tu étais sur la page précédente. Quand tu fais des tests avec Playwright en disant, en gros: «Vérifie-moi que tu es bien sur la page qui possède tel titre», comme tu as Ouais, là, to have title, machin. Si c'est pas le cas, je suppose qu'en gros, ça va planter à ce niveau-là et le test unitaire, du coup, va s'arrêter. c'est ça. C'est exactement comme si je faisais une assertion classique en MS Unit avec C'est ça. assert, point, equals, et cetera, et quand on fait ça, il s'arrête à cet endroit-là. Ouais, 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 non, tout à fait, d'accord. C'est pour être bien, ouais, pour être certain que tu es sur la bonne page, quoi. C'est ça, voilà. En tout OK. cas ici, que la page sur laquelle je suis a le bon titre. Ouais, ouais. C'est plus une revendication personnelle d'avoir dit: «OK, je veux, pour être sûr que je suis sur la bonne page, puisque chaque page contient un titre différent, je change de titre à chaque fois, beh, la première page doit contenir cette partie-là, en tout cas». Ouais, ouais, Et tout ici, à j'ai fait. mis to have title async, mais je pourrais aussi utiliser to contain title async. Ouais, Il y ouais, a non, aussi ce non, genre c'est de clair. méthode qui existe. Ouais, ouais, ouais. OK. Et alors ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai un page context helper. Donc le page context helper qui se trouve, alors c'est ce qui va me permettre de faire le F12, non? C'est le contexte, je vais revenir sur le page model qui se trouve, hop, helper, le voilà, page context helper. Lui, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est que ça va me permettre de pouvoir récupérer dans les ressources les propriétés que j'ai derrière, l'environnement pour pouvoir le tester et potentiellement de m'aider pour tout ce qui est capture d'écran, Mmh. avec soit un locator, soit pas de locator. Donc si j'ai mis un locator, c'est pour dire que je veux récupérer un élément en particulier. C'est grâce à ça que je le fais. Ouais. Heu et je vais aussi pouvoir rajouter, et c'est là que ça devient intéressant, ce que TOS a fait tout à l'heure, vous a présenté tout à l'heure, il vous a dit: «OK, on rajoute un tracing context qu'on démarre et il va utiliser les screenshots». C'est ce que TOS a fait. Moi, je vais rajouter un truc en plus qui s'appelle les snapshots et la source, parce que je vais pas le dire plus maintenant, on le dira après. Non, Et parce que c'est donc bien. quand on démarre un tracing, je dois aussi pouvoir l'arrêter. Donc je vais faire un stop tracing à un moment et je vais dire: «OK, tout ce que tu as fait, je voudrais que tu l'enregistres». Donc là, ici, je vais lui dire: «Tu t'arrêtes de le faire et je veux que tu enregistres, toute la trace que tu as fait dans un fichier qui s'appelle trace.zip». D'accord? Et toutes mes ressources, et là, c'est MSTest qui me permet d'avoir ça, je vais venir les ajouter en tant que result file. Mmh. Donc là, je suis dans le MSTest, je ne suis pas dans Playwright, et ça, cette ligne-là est très importante. OK? D'un point de vue DevOps maintenant, je reviens dans la partie DevOps, donc je vous ai montré la partie, compilation, du website, mais au niveau de la compilation des builds automatisés, c'est la même chose. En soi, je vais, considérer que la partie le projet de test Playwright, c'est un projet entre guillemets «déployable». C'est un artefact que j'ai besoin de récupérer, et donc je vais faire la même chose. Je vais dire: «OK, je vais compiler je vais le compiler, je vais faire un .NET Restore, je vais le compiler, pour récupérer de faire le binary. Je vais, potentiellement, enfin non, je vais le faire ici, je vais faire un .NET Publish pour récupérer le zip en question, et enfin je vais le publier comme artefact de build». Une fois que c'est fait, les 2 là, je me retrouve au niveau CI/CD. Donc au niveau CI/CD, hop, je reprends mon écran, ici. Au niveau CI/CD, donc hop, heu, alors tout le code que je vous montre ici, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Hop, je dois tourner ici, voilà. 2 secondes Denis, je zoome. Tout le code que je vous présente se trouve ici sur, sur le repository SenseOfTech. Hop, voilà, on vous donnera les liens, et j'ai ici, la partie DevOps qui a été mise en place. Donc dans la partie DevOps, OK. c'est un projet open source. À nouveau Denis, du calme, je zoome, je zoome, je zoome. J'ai rien dit. Et j'ai la partie build qui a été réalisée. Donc dans les builds, si je vais un peu plus en détail dedans, on va retrouver toutes les étapes que je vous ai présentées, et je vais retrouver aussi le fait que j'ai eu des tests unitaires qui sont passés. Vous vous rappelez les 30 tests que j'ai fait tout à l'heure? Ben, ils se trouvent ici. Donc il y en a 36, il y en a 30 au total. Hop, je vais, heu, retirer les filtres, et dans mes tests, alors désolé, c'est petit, mais ici les 30, on voit bien qu'ils sont tous passés. Ça a Ouais. pris 1 seconde et 490 millisecondes parce que c'est extrêmement rapide, mais ils Ah ont ouais. tous tourné en tout cas. Enfin, je veux bien croire que c'est rapide. C'est même lent d'ailleurs, je trouve, pour des tests qui font rien, c'est lent. Et donc voilà, ça c'est la Je peux partie, juste poser une question qui me vient dis-moi? maintenant et qui me paraît un peu débile, mais je la pose quand même. Ouais, Hem, Tout ce que vous faites ici, c'est du développement avec un site en C#, un développement c'est ASP.NET ça. C# ou Blazor C#, avec des tests unitaires en C# et cetera. Moi, je suis dans le cas où on a des développeurs, par exemple, qui travaillent avec des technos, TypeScript, React, par exemple, aussi. Mmh. Est-ce qu'on est obligé ou est-ce que c'est conseillé de rester dans le même mode de test? C'est-à-dire, si on développe en React, il faut utiliser TypeScript, enfin le Playwright mode TypeScript pour faire les tests? Ou est-ce qu'on pourrait dire, tiens, je développe le site? Parce qu'en gros,
les tests Playwright, si je comprends bien, ils vont exécuter le site ou utiliser une URL pour le récupérer et puis le tester à partir de là. Mais donc je pourrais, les développer des tests unitaires, enfin ou des tests Playwright en C# alors que le site a été développé en React? Exactement. OK. Ça ne pose aucun problème dans le sens où, c'est juste la stratégie que tu prends au niveau du code, que ce soit du C#, Java, TypeScript ou autre. C'est simplement que là-dedans, tu vas devoir uniformiser que tous tes tests, UI dans ce cadre-ci. Mais si ton application, elle tourne sur du web, c'est juste le web que tu vas tester. Dans ce Ouais. cadre-ci, il y a pas de tu pas besoin. Le seul avantage que tu pourrais tirer potentiellement d'avoir tout en .NET, que ce soit, le website et que ce soit la partie testing, c'est que tu as du code qui est partagé entre les 2. Ce Mmh. serait intéressant, par exemple, quand tu fais des tests API, parce que tu as des contrats et Ouais. là, à ce moment-là, tes contrats sont beaucoup plus faciles à reprendre. Mais plutôt l'inverse, s'il y a du développement, par exemple un site développé en React TypeScript, est-ce qu'il y aura un intérêt de faire les tests Playwright en TypeScript ou je veux dire, il y aura pas plus d'avantages? Alors si, tu as des avantages parce que dans TypeScript, tu as beaucoup plus d'outils. Il y a des outils que tu n'as pas, par exemple, comme le test runner, parce que le test OK. runner, il existe déjà dans Visual Studio et dans Visual Studio Code. Et Ouais. dans la partie, TypeScript, le test runner n'est pas aussi performant que, pour le .NET. Et donc là-dessus, tu vas retrouver plus d'outils. D'ailleurs, si je vais sur Playwright au niveau de la doc, si je fais Donc la ce que tu veux parenthèse, dire, c'est que ça, à la limite, ça serait même plus intéressant de le faire les tests Playwright en .NET plutôt que de les faire en tu TypeScript? plus si, alors ça dépend parce que ça dépend de l'affinité de testeur. En soi, si tu regardes ici au niveau du .NET, tout ce que attends, je rezoome. Tu vas avoir les mêmes la partie, tout ce qui est contenu en tant que tel, de base, au niveau authentification, insertion, les locators, c'est exactement les mêmes choses. Tu vas retrouver les mêmes éléments. OK. Là, ce que tu vas retrouver un peu moins, c'est la partie tooling qui est autour. Donc ici, au niveau du tooling, on a tout ce qui est TraceViewer, on a TestRunner et cetera. Si je viens dans la partie, Node.js, on va retrouver beaucoup plus de tooling. Donc dedans, tu vas retrouver au niveau des tooling, alors je ne sais pas c'était où qu'il était mis, hem tu vas avoir des reporters qui sont OK. beaucoup plus poussés. Tu vas retrouver, Donc pas il y mal a quand même des d'intégrations différences supplémentaires. alors? Ouais, Tu as des différences au niveau du tooling qui est autour. d'accord, d'accord. Tiens, je Mais voyais dans la doc la partie .NET, il y a pas de XUnit? Je vois, alors, MSTS et NUnit, mais pas XUnit. ils ont mis un petit message gentiment en dessous en disant, attends, où est-ce qu'il est d'ailleurs ce petit message? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ils l'ont retiré. Heu, alors en fait, ils te déconseillent d'utiliser, XUnit parce que XUnit gère très mal dans le cadre de Playwright, tout ce qui est test, en parallèle, les Ah ouais, parallel workers et donc ils te conseillent de ne pas le faire. OK. Mais, c'est supporté par MSTS 2, V2 et NUnit sans problème. Ouais, d'accord. Et donc, Merci. je t'en prie. Je reviens sur la partie, compilation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon build? J'ai bien les tests qui sont passés et j'ai 2 artefacts qui ont été générés. Donc mes artefacts, j'en ai 2. J'en ai le website qu'on a vu tout à l'heure qui fait 126, K puisque finalement le website est très léger et Mmh. optimisé au niveau de la compilation et j'ai la partie testing. Alors la testing est un peu plus grande parce que comme, Tos l'a dit, on a besoin d'avoir Playwright installé associé à notre librairie et donc ici, si j'ouvre, la bibliothèque, alors désolé, je pense que je ne serai pas forcément c'est zoomé correctement sur le dossier. De fait, est-ce que j'ai le magnifier qui traîne? Ouais et voilà. Est-ce que c'est mieux Denis, tu vois bien comme ça? Oui, magnifique. Et donc dans mon test, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais avoir un dossier Playwright qui va contenir tout ce dont j'ai besoin pour, faire fonctionner mon Playwright. Ainsi que, et c'est là où ça devient intéressant, j'ai le, fichier, playwright.ps1 que Christophe nous a gentiment parlé tout à l'heure, qui nous permettra de faire l'orchestration de Playwright. OK? OK. Donc TOS, on est toujours aligné là-dessus? Hop, j'essaie juste d'éteindre la magnifier. Si quelqu'un a un raccourci rapide pour le faire, Windows preneur. Escape. Merci. Alors, donc là, j'ai mes 2 artefacts et en soi, jusqu'ici, ce qu'on viendrait naturellement à faire, c'est de se dire: «OK, je vais simplement déployer mon artefact dans les environnements et c'est ce que je fais finalement. C'est quand je suis dans la partie, des déploiements, donc là, je vais revenir dans Visual Studio Code avec mon deploy, je vais venir lui dire: «OK, j'ai mes artefacts». Si je reviens sur le build de base, j'ai bien mon build qui a fait le nécessaire et je vais venir lui dire: «OK, à partir de maintenant, je vais faire le déploiement en dev». Je vais juste lui dire que j'ai une dépendance forte avec la première partie qui est la partie build
ici, parce que si j'ai pas d'artefact, je peux pas déployer. Ça devient logique, et donc je préfère quand même le mettre. Et au niveau du déploiement, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai quelques environnements que j'ai ici, et qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver un job qui va faire un déploiement dans un environnement. Je vais utiliser une image Ubuntu parce que j'ai pas besoin d'image Windows dans ce cadre aussi pour faire un déploiement, et je vais lui dire, OK, télécharge-moi l'artefact et publie-le-moi avec des variables d'environnement qui se trouvent dans mes variables que j'ai mis juste en dessous. Donc là, le web app name, tout ça est fait correctement. Et une fois que c'est fait, j'ai une stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire que je vais déployer une seule fois mon système, et une fois que c'est fait, je vais faire des tests post-exécution. Donc là, je vais lui dire, écoute, ne prends rien comme code, je vais juste te demander de downloader mon artefact de type automated test, je vais te demander de l'extraire. Une fois que c'est extrait, je vais venir faire c'est du PowerShell pour venir changer le contenu, pour mettre les bonnes variables au bon endroit, donc le website URL et l'environnement. Je vais utiliser les paramètres que je lui ai définis juste avant au niveau de mon build template, et je vais lui demander d'installer Playwright. Donc je vais lui dire, OK, j'ai un fichier playwright.ps1, je vais te demander de l'installer. Et là, il va faire le nécessaire, il va installer les différents browsers ainsi que les différents drivers pour les browsers, enfin les API pour les browsers, et je vais te demander de runner les tests qui ont été faits, qui sont disponibles dans mon application, ma DLL d'application. Donc là, j'ai plus le code source, j'ai uniquement la DLL qui est considérée comme une DLL exécutable au niveau de .NET Core, et je vais demander de faire simplement un .NET test sur cette DLL-là. Une fois que c'est fait, je vais simplement récupérer les TRX qui ont été générés. Voilà. Donc là, et je vais le faire pour les 3 environnements. Et donc là, au niveau des environnements, si je reviens, je suis dans la slide, si je reviens sur mon environnement, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir faire ce qu'on a dit. Et en résultante, je vais avoir quoi? Je vais avoir le fait que j'ai une petite phrase en plus qui dit que j'ai 100% de mes tests qui sont passés pour chaque environnement parce que l'environnement a fonctionné. Si je vais un peu plus loin dans les tests, donc là, c'est les tests qui ont été joués par environnement. Je vais retirer encore un nouveau filtre. Je les ai par environnement. C'est pour ça Tu peux agrandir. Je t'interromps, tu peux agrandir la section. Tu as une flèche au-dessus. Oui, voilà. Voilà. Et donc, ce que je vais retrouver, c'est que je vais les avoir par environnement. Et dans un environnement, je vais pouvoir cliquer dessus. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit textcontext.addResultFile. Si je vais dans les addResultFile, je vais retrouver un test result. Et si je vais par test qui a été exécuté au niveau de mes attachments, hop, je retire ça ici. Je vais l'agrandir, et là, je vais récupérer le PNG avec la visualisation de la capture d'écran qui a été faite au moment de la capture d'écran. Ouais, c'est ça. Sympa. Et ainsi que le locator qui est derrière. Et tout ça est téléchargeable. Et ici, j'ai un petit fichier trace.zip sur lequel on a discuté tout à l'heure. OK. Monstrueux. Et ça, c'est disponible dans tous mes environnements. Donc, si à un moment, j'ai un test qui fail, ça va automatiquement bloquer le passage vers l'environnement suivant. Ici, on a fait un check supplémentaire de se dire que je devais, moi, en tant que personne ayant toutes les compétences intellectuelles, pouvoir activer le staging dans un environnement. Donc là, j'utilise simplement les approval kits dans Azure DevOps pour permettre d'arriver. Ça permet d'avoir une démo un peu plus cohérente. Et donc, jusque-là, aujourd'hui, j'ai des tests qui sont réalisés de façon unitaire sur mon code. Et une fois qu'on a fait un déploiement, post-déploiement, je vais jouer des tests unitaires pour être sûr que mon environnement soit stable. Potentiellement, s'il n'est pas stable, je pourrais même utiliser des failover conditions pour faire un rollback de ces environnements-là. Ouais, mais enfin, à la limite, si l'environnement dev, tu le testes et puis qu'il pète, tu peux dire de ne pas passer à l'environnement suivant et tu n'auras pas de problème, quoi. Le but des environnements dev ou test, c'est justement de tester. C'est ça, exactement. Dernier point, et ça, c'est ce qui a fait Pretty Ethos pour me dire, OK, on part là-dessus. Fais une pause. Il faut que les gens respirent. Respirer, parce que là, c'est monstrueux ce qui arrive. Attention, c'est teasing, c'est monstrueux. Si, c'est vrai. Comment je peux redémarrer? Vas-y, tu peux y aller. Tous les gens sont prêts, là. Si vous vous rappelez, on a parlé du test contexte du contexte tracing qu'on a ouvert, qu'on a fermé. On a récupéré le trace.zip, on l'a enregistré en tant que fichier trace.zip. Je l'ai associé à notre build. En tout cas, dans chaque exécution, j'ai un trace zip qui a été généré. Donc, si vous ne me croyez pas, je peux vous le montrer par sécurité. Donc ici, j'arrive bien dans cette partie-ci. Que je sois dans la verification, je récupère bien un élément qui s'appelle trace.zip. Je l'ai dans tous, parce qu'on les a automatisés pour les avoir dans tous les tests. Trace.zip, c'est généré par Playwright ou c'est le TRX? Oui, c'est le trace.zip qu'on lui a demandé de générer à la fin. On lui a demandé de sauvegarder. Et il y a quoi dedans? Justement, c'est la bonne question. Merci de l'avoir posée. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc, je vais sur un site, malheureusement, à nouveau, c'est tout petit, mais c'est trace.playwright.dev.
Ok. Et ici, je vais Non, c'est simplement pas lui écrit en dire. tout petit. Non, non, bah, Bah ça non, va. mais ici au-dessus, c'est l'URL. Et donc, je vais venir simplement drag and drop le fichier trace. Et là, je vais retrouver toute la trace de l'exécution qui s'est passée au niveau de Playwright avec la chaîne de vie qui est au-dessus. Oh. Mais Je vais attends, pouvoir, c'est pas fini. c'est pas fini, je vais pouvoir aller donc de dire, OK, le site a pris quand même 1 seconde à se charger, presque 1 seconde à se charger. Ouais. Je vais récupérer, donc si je fais ici une sélection du timelapse, je vais récupérer les différentes actions, enfin, les différentes périodes qui s'est passé. Donc ici, il s'est passé quoi? Il s'est passé un screenshot. Donc auparavant, je vais pouvoir y aller élément par élément. Mais le screenshot, les captures d'écran qu'on voit là, c'est parce que c'est toi qui les as demandées. Non, ce que tu vois là, c'est pas une capture d'écran ici, c'est D'accord. l'HTML en tant que tel. Donc Ok. ce que tu vois ici, Waouh! je peux sélectionner alors je peux pas cliquer dessus, Ouais, naturellement, non, forcément, ouais. mais par contre, ce que je peux faire en me disant: «Écoute, il y a un truc qui a merdé», c'est que je peux utiliser le locator picker qu'on a eu tantôt. Ouais, Et ouais, donc ouais. ici, je peux lui dire: «OK, je veux récupérer ce bouton-là à la place». Il m'a mis ici le fait que, j'ai un get role, à link avec le name qui est Discord. Et donc les screenshots que tu avais mis dans le code, à la Sans limite, c'est plus. même pas nécessairement utile, quoi. C'était pas obligatoire, non, c'est ça. Ouais. Ah, c'est Tu pourrais utiliser les screenshots pour faire de l'intelligence artificielle et dire: «OK, est-ce que les trucs sont corrects?» Mais ici, Ouais, dans ce ouais, non, cas ouais, même précis, ouais. tu pas, vas parce un que peu tu plus loin. l'aurais avant, tu l'aurais dans ton test unitaire, ça. Les screenshots, c'est peut-être, s'il y a un problème, bah, tu vas dans le trace. Oui, c'est ça. Bah, moi, c'est surtout ça que je pensais, c'est avoir des screenshots, c'est surtout à la limite, je m'en fous d'avoir un screenshot si tout se passe bien. C'est plutôt quand il y a un problème de me dire: «Bah, je voudrais visuellement voir où ça se trouve», mais si on l'a via l'outil qui est ici, il y a plus besoin de Voilà. screenshot, quoi. Alors, ça va encore plus loin, c'est le fait que, vu que c'est Playwright qui fait le navigateur en tant que tel, en tout cas qui a une API vers le navigateur, c'est qu'on peut récupérer ici tout ce qui s'est passé en console. Donc je Oh! récupère toutes les Ah. consoles, ainsi que tout ce qui est network. Donc tout ce qui est passé dans le network, je le vois passer aussi ici. Donc ici, on va Oh! voir C'est vraiment dingue. la requête a été faite, le content comme quoi j'ai eu un X, unknown qui est retourné, je vais avoir le fait que j'ai un JS qui n'a pas été trouvé. Donc là, clairement, c'est un truc qui est un peu problématique. Ouais. On va retrouver tous les éléments, qui vont être faits. Vu qu'à chaque fois je rechargeais la page, j'ai fait 4 clics sur la page, ben, je vois qu'à chaque fois le JS est manquant, donc j'ai des erreurs qui apparaissent dedans aussi. Ouais. Et je vais pouvoir aussi retrouver toutes les sources. Oh! C'est dingue, hein? Donc ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir les récupérer ici au fur et à mesure aussi. Ouais, ouais, ouais. Et Eh ben, tu potentiellement, sais s'il y a des et attachments, je peux les avoir Christophe, tu aussi. sais quoi? C'est monstrueux. Eh putain, et c'est ce que j'allais dire. C'est monstrueux ce truc. Moi, ça me tue, ça me la coupe. Hop. Et comment tu as fait, enfin, quelle commande tu mets pour générer le trace.zip? Alors, c'est simplement ouvrir le contexte au départ, donc je vais reprendre l'écran en question. C'est quand tu es dans ton démarrage de code, c'est ce que Ouais. toi ça avait montré, c'est, hop, parce que nous ici je l'ai fait un peu plus en mode enfin, en plus propre, parce que j'ai utilisé Ouais, ouais, ouais. Tu comment as utilisé des modèles, comment, quoi. les modèles en faisant en fait dans mon base test de base, dans tous les tests, je vais faire un test initialize où je vais créer un contexte D'accord. et je vais demander de Ah! démarrer. C'est le Et start quand je tracing, il fait ça? ici parce que oui, c'est ça, c'est le start tracing qui va te permettre de pouvoir faire ça. Donc si je vais dans le start tracing au niveau de mon page context qui se trouve ici, j'ai besoin de lancer cette commande-là, la première commande qui est ici. Mmh. Alors ça, les screenshots, on n'est pas obligé de les mettre, les snapshots, on n'est pas obligé de les mettre, enfin si, snapshot est obligé, et les sources, D'accord. je suis pas obligé de les mettre. On peut même rajouter, il y en a un dernier aussi sur lequel on n'en a pas parlé, Vidéo. c'est on peut mettre le fichier sur lequel on veut directement aussi. Ouais. C'est pas recommandé de te le mettre dès le départ, c'est ce qu'ils mettaient dans la documentation à un moment, c'est de le faire à la fin, c'est de se dire: «OK, s'il y a un truc qui a failed, je vais le rajouter en plus». Pour ne pas mettre les traces automatiquement, pour ne pas surcharger non plus tes serveurs, parce qu'à D'accord. chaque fois, ça crée des fichiers. Et Ouais. un truc qu'on n'a pas montré, c'est qu'on peut aussi faire des vidéos. On peut aussi en faire des record screens, pas uniquement des captures d'écran, on peut vraiment remontrer tout ce qui s'est passé. OK. Ah Et ouais. donc quand tu démarres, tu viens simplement faire un context.tracing.startAsync et quand tu as Ouais. fini, tu viens lui dire stop async avec le fichier sur lequel tu veux où tu Ouais, veux c'est le ça. mettre. Ouais, ouais. Quand tu as fini, mais donc tu pourrais conditionnellement lui dire de le faire uniquement quand ça failed, quand il y a un C'est problème. ça, voilà. C'est pour ça que moi je le fais pas au niveau du code en tant que tel, dans mon exemple ici, mais je l'ai utilisé au niveau de mon, page based test avec le test cleanup parce que le test initialize et le test cleanup en MS test vont toujours être exécutés. Ouais. C'est comme Bah, faire un ouais. try catch finally, bah, je me retrouve dans le try au départ à le faire et puis dans le finally de quand même clôturer, mon tracing. Et comment tu peux Ainsi, même si ça détecter fait que le test a pété? tu peux le savoir au niveau de ton test contexte. Alors ici, Ah, on a malheureusement, je ça. suis dans Visual Studio Code, mais dans test contexte, tu peux lui demander, tu as sûrement Tu as une info je sais pas là-dessus? si OK. une info là-dessus, mais je sais pas, ouais, non, j'ai pas assez d'infos là-dessus. Non, c'est le Ouais. truc de base.
Mais tu sais le savoir, le déterminer à ce moment-là. Ok, nickel. Donc voilà. Donc ça c'est la partie en fait où TOS avec TOS, on a montré le début, on a fait du niveau 100 avec le niveau 200 pour expliquer et là, on vous montre clairement comment mettre ça en place dans vos environnements, Ouais, de tous les jours, avec le fait de pouvoir automatiser des tests post-déploiement et d'avoir une couverture et surtout d'avoir, cette sensation de qualité et surtout de confiance quand on va arriver dans les différents environnements. Après, c'est comme tous les tests, et c'est là où c'est important de pouvoir le spécifier, c'est que un test le test unitaire, les tests d'intégration, les tests, API et tout, c'est du code qu'on crée, donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir une qualité et une rigueur sur les tests qu'on écrit et de pouvoir les maintenir. Si on ouais. écrit du test, qui est pas maintenable, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les développeurs, dans le temps, vont simplement commenter le test et vont plus le jouer et là, ça n'apportera plus de valeur. Hmm. Donc il y a besoin d'avoir, ce genre de choses et c'est essentiel. Donc voilà. Alors hop, si je reviens dans les slides, ça c'est fait, 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 ça c'est fait. Le trace view, voilà, donc on vous l'a dit, on peut faire des traces, des screenshots et même des vidéos. Mhm. Et donc là, au final, si je reprends un petit peu ce que TOS fait, aujourd'hui, quand il veut déployer ses applications, grâce à ça, il va avoir une chaîne de qualité beaucoup plus, intéressante et il sera certain que, le samedi matin, sa femme ne l'emmènera pas parce qu'il cache son téléphone derrière son bol de céréales pour, lui dire, «Qu'est-ce que tu fais Ouais. encore, TOS?» Je Pas de teste. téléphone à table. C'est Sans- ça, pas de téléphone à table, TOS, je on te l'a déjà dit, hein. Alors, une question qu'on nous avait posée à Nantes quand on a fait la session à Nantes, c'est qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce qui arrive en plus au niveau de la roadmap? Malheureusement, on ne peut pas vous le démontrer aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est accessoirement uniquement sur JS et TypeScript pour le moment, qui est en cours d'être terminé sur la partie, .NET. Donc d'où peut-être l'intérêt parfois de partir vers du JS. C'est Ouais. que Microsoft, a créé un système qui s'appelle Azure Playwright Testing Service et donc là, ce qu'on vous a montré, c'est que c'est la machine. Donc ici, dans ce cas-ci, le runner ou votre machine locale qui vient à réaliser les tests. En Mhm. soi, ça veut dire que votre machine doit être dimensionnée au niveau de la puissance et de la performance suffisamment pour permettre d'arriver à se dire: «OK, ma machine a assez de RAM, elle a assez de gigas de performance pour fonctionner» et cetera. Ce que Microsoft propose, c'est de faire de l'exécution de tests à distance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avec un système de playwright worker, donc c'est ce qui marque ici en dessous, de se dire voilà, je veux travailler avec 50 workers et c'est Azure qui va me générer enfin pas l'interface, mais les tests, qui va Mhm. les exécuter sur ces machines. L'orchestrateur des tests est toujours enfin, le playwright runner, donc c'est la machine virtuelle, enfin la machine de compilation, la machine de test qu'on est en train de faire, ou le local, mais l'utilisation des librairies telles que Playwright API avec le Chrome, Edge, et cetera, elle se fait à distance sur des, machines, qui sont sur Azure et qui sont dimensionnées sur Azure. Et là, Et c'est donc, pas mal parce que ça permet d'aller plus vite. Dis-moi? si je comprends, donc cet aspect-là, donc de déporter l'aspect Playwright, oui, mais si je comprends bien, le site web que tu veux toi démarrer, donc le code que tu démarres, tu dois quand même l'avoir, tu dois créer par exemple une machine Ubuntu, un Docker Ubuntu pour le mettre dedans, ou c'est lui qui va pouvoir le faire aussi. Alors dans le cadre du CI/CD, tu l'as automatiquement grâce au fait d'avoir quand tu viens à runner ton code, tu es sur un agent, de DevOps, Azure DevOps. Ouais. Lui peut accéder à Playwright, à Microsoft Playwright Testing Service. Oui, oui, les accès, mais je veux dire, Ouais, tu peux pas simplement envoyer le code à Playwright Testing, à Microsoft Playwright non, Testing, en lui disant, vas-y, débrouille-toi, mais crée une instance de ça. Tu dois avoir préalablement démarré dans la partie c'est verte, ça. préalablement démarrer une instance de ton code, quoi. C'est ça, c'est pour ça que tu as la flèche ici à droite qui est l'application under test, qui est hostée n'importe où. D'accord, Donc c'est en ça. soi, au lieu que ce soit Oui. Playwright qui l'appelle en direct, il passe par le Playwright testing. Ouais, ok. Ok, ok. OK. Et alors les 2 dernières choses, parce que pour moi c'est important de le parler, mais on en a parlé largement, c'est que, une bonne pratique, c'est de rester sur le Page Object Model. Donc il y a une belle Mhm. documentation qui est faite, au niveau de Playwright et son implémentation. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, au niveau de la décomposition des différentes choses. Ouais, Pour moi, ça permet clairement d'avoir un code qui sera maintenable dans le temps. ouais. Alors le locator au départ et le codegen, c'est super bien parce que ça nous permet d'avoir un coup de boost énorme, mais le problème, c'est que l'application, elle va vivre et donc à un moment, on risque de tomber sur des limitations où il faudra faire de la réutilisabilité de code et c'est pour ça que ça devient intéressant d'utiliser ce genre de modèle, donc voilà. Parfait. Bon, je crois qu'on a dépassé un peu l'heure de Non, présentation, mais je pense que Tos, tu pourrais, résumer. non, non, j'ai rien à résumer. Mais
Non, non, franchement, c'est quelque chose qui est extrêmement facile et bon, après, tu as tout dit, Adrien, sur le truc, hein, c'est extrêmement facile et puis, oui, le code Gen, c'est très, très bien parce que c'est ce que j'aime, c'est qu'en même pas un quart d'heure, tu fais ton premier test, d'interface, ça fonctionne et puis, bah, à partir de là, tu montes en puissance. Bon, après, le CI/CD, c'est quand même costaud, c'est pas tout le monde sait pas gérer, enfin, faire ça, quoi. Mais, effectivement, après les pages modèles, oui, je suis convaincu, faut pas faire ça par la suite. Puis en soi, c'est facile, hein, franchement, il y a rien de compliqué à ça, quoi. Mais bon, Ouais. Non, c'est sympa. Sympa en tout cas, enfin, à creuser. Il y a beaucoup de choses, je pense aussi au niveau bonne pratique peut-être à regarder également. Mais en tout cas, c'est un outil qui a l'air vachement abouti, comme tu le disais Adrien, par rapport à la durée de vie officielle de l'outil. On voit qu'il y a quand même quelque chose derrière, à mon avis, qui a effectivement été remis en place, parce que tout à réutilisé. l'heure, Denis, Adrien, il a dit il y a pas 3 ans, c'est ce qui pouvait être dangereux. Ouais. Non, non, mais effectivement, mais non, non, ils ont pris quand même pas mal de choses vraiment intéressantes, je trouve, qui permettent d'avoir une vitesse beaucoup plus importante au niveau des exécutions aussi. Et non, ça me paraît pas mal. J'avais juste moi une dernière question. Tu en as parlé très rapidement, mais je pense sans aller dans le détail. C'est plus l'aspect authentification. Il y a des outils ou des méthodes qui permettent de faire cet aspect authentification, à part dire j'exécute une méthode, je récupère un JWT et puis je le partage, quoi. C'est ce que eux proposent dans leur documentation. En tout cas, si tu prends dans la doc, De faire ça. heu, ouais, ils parlent de Ok. faire ça et en fait, tu partages à ce moment-là un fichier. Je l'ai déjà mis en place et franchement, enfin, c'est pas difficile à mettre en place. Clairement, Hmm. ça me paraissait au départ un peu chiant à mettre, mais si tu regardes au niveau de l'authentification, tu as vraiment un corps Ouais, complet qui t'explique, hein. Il c'est t'explique expliqué, quoi. vraiment Ouais. étape par étape. Et ils te disent, voilà, au départ, ce que tu peux faire, c'est toi, tu le fais avant chaque state, Mhm. avant chaque test, tu viens le faire, sauf que tu vas perdre à chaque fois du temps, parce que l'authentification Bah prend un ouais. peu de temps. Ou alors, tu peux réutiliser, tu peux faire un store state async. Donc, tu dois le faire une première fois et utiliser après le store thing pour le mettre en place. Franchement, moi, ça m'a pas déplu de le faire parce que au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé si le fichier était disponible dedans et je testais. Et le premier test que je faisais, c'était de regarder si j'étais authentifié ou pas par rapport à ça. Parce que si je Ouais, ne suis ouais. pas authentifié, bah là, à ce moment-là, c'est problématique. Et un cas concret, alors après, c'était pas le cas professionnel avec tout ce que j'ai voulu utiliser, mais ce qu'on vous a dit, c'est on a parlé de ça sur la base de testing, mais vous pouvez aussi, c'est utiliser le Playwright comme un générateur de routine. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser MS-Test, ça peut être simplement un exécutable que vous lancez et qui va lancer comment dire? Votre browser et faire des exécutions dessus. Ce Ouais, que ouais. j'ai fait pour, un client actuel, on devait faire un assessment, avec des questions par rapport aux développeurs pour savoir leur niveau, dans une matière et qu'on a fait, c'est qu'on a généré, je crois qu'on a généré 170 questions dans un Excel. On utilisait, Windows Form Quiz, donc dans Windows Form, il y a la Mhm. partie quiz qui existe maintenant et pour pas devoir à chaque fois copier-coller la question pour faire les différents formulaires, j'ai utilisé Playwright et j'ai utilisé cette partie-là pour la partie authentification pour ne pas à chaque fois devoir m'authentifier pour y arriver. Donc ça me Ouais, ouais. permettait ainsi de pouvoir créer au lieu de faire de s'être limité à 4 tests où j'aurais dû faire du copier-coller en permanence, on en a créé 15 différents, des questionnaires, mais on les a, automatisés grâce à Playwright. en fait, tu Ouais, peux c'est ça. aussi faire un liker. Tu vas sur ton truc et tu crées like, 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 like. Il fait. Et le problème, c'est les comptes derrière, hein. Si tu dois utiliser à chaque fois le même compte, ce sera le même Hem, like. un petit truc, c'est que leur doc n'est pas aussi bien faite que Fluent UI. Elle est pas toujours à jour. Mais Ouais, cependant, ah, tu as vu, j'ai fait une petite pub. Ouais, ouais. Cependant, C'est bien. leur Discord, il est hyper balèze. ouais. Enfin, ils sont vraiment une communauté de développeurs de malades là-dessus. Donc Bref. clairement, il y a la partie Discord et dans les Discord, on va retrouver tous les ambassadeurs et il y a un francophone qui est Jean-François Greffier, de Rennes qui lui est fort actif aussi. Si on a des questions, il répond facilement. Donc voilà. Et dans le Discord, moi, je vous invite à rejoindre quand même la communauté Discord parce que je ne l'ai pas sur mon PC ici, mais franchement, ils sont extraordinaires parce que tous les vendredis, si je ne m'abuse, à 16 h ou Ils à font un 15 talk, h, ils font un ils font un live. talk, ouais, avec les développements in progress. C'est un peu comme nous au niveau MVP, les PGI, mais là, c'est ouvert à tout le monde et Ouais, c'est les ça, gens ouais. peuvent venir voir ce qui se passe, quoi. Et où est-ce qu'ils en sont, s'il y a des questions,
S'il y a des challenges que vous avez, ils y répondent directement, sans problème. En fait, c'est un support. Tu as un support en ligne tous les vendredis, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est gratos. Il n'y a pas besoin de commencer à payer. Mince. Donc voilà, j'espère qu'on a été assez clair. On n'a pas noyé tout le monde. Ça Moi, va. je n'ai plus rien à ajouter, Denis. Ah, il y a des questions. Peut-être une. Donc, on disait que le projet est monstrueux, mais du coup, Ah, est-ce que voilà. les traces .zip sont monstrueux aussi quand tu actives les screenshots, les sources, etc. Je pense que ça doit vraiment vite monter, quoi. Ah, pour tous les coups. ils le disent dans la documentation, c'est y aller, enfin tout ce qui est vidéo, c'est de la vidéo en 30 ou 45 FPS. Tu peux même augmenter à 60 FPS si tu veux. Ils le disent, y allez-y doucement. Il faut y aller mollo, clairement, parce que ça Ok. pourrait vite monter derrière. Encore Quoi. beaucoup de détails. Ça peut vite monter. Ah, du coup, après, c'est un inconvénient entre guillemets parce que c'est aussi sa force. C'est avec tous les Ça. détails qu'il récupère et que tu peux justement visualiser dans le trace.play.dev. C'est assez, enfin, ça fait tout, quoi, ça fait café. Donc, Ah oui, au c'est ça. final, c'est un mal pour un bien. Bah, c'est surtout, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Denis, c'est le trace.zip, il faut l'activer si jamais tu as un truc qui fait. Ainsi, tu peux rejouer le test et revoir ce qui s'est passé à quel moment. Mais de façon naturelle, j'aurais pas tendance à l'activer automatiquement. Ok. Ouais. J'ai une autre remarque aussi par rapport au fait que vous disiez qu'il n'a pas besoin d'interface graphique. Alors oui, non, parce que j'ai eu le souci. Actuellement, je suis sur la partie Python de Playwright. Donc, et j'ai essayé de lancer dans un Docker. Et en fait, le test, il fail parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de X serveur. Voilà. Donc, du coup, effectivement, quand tu es dans un Docker comme ça, tu es obligé de lancer un XVB, je ne sais plus le nom exactement, voilà. Le truc qui permet de créer un écran virtuel avec la taille que tu veux, etc. Okay. Surtout si tu spécifies à ton départ, qui lui permet justement, c'est un environnement où il permet d'exécuter les tests et qui va bien. Donc, du coup, quelque part, il a quand même besoin. Il n'a pas obligé, il affiche rien, effectivement, mais quelque part, il y a quand même quelque chose. Par contre, tu as utilisé un Docker custom ou tu as utilisé le Docker que eux proposent dans la partie, dans les images de base proposées par Playwright? Dans le cas où j'avais besoin d'un custom. Bon, du coup, effectivement, je suis parti du custom, j'ai installé Python, Playwright, etc., tout ce qui va bien pour essayer de l'exécuter. Et je suppose, du coup, que dans le Docker de base de Playwright, il faut en fait ce que je fais en lançant le XBVF qui permet de lancer ce script virtuel. Alors, c'est peut-être pour ça que j'avais pas vu l'information. En tout cas, comme tu dis, il y a l'image Docker qui existe de base. Et c'est celle qui recommande même d'utiliser au niveau de tout ce qui est test post-déploiement. C'est de ne pas forcément partir sur l'image, l'agent de Azure DevOps, mais ou en tout cas de n'importe quel agent, mais d'utiliser la Docker Image. Alors peut-être que, tu as peut-être vécu le point de vue au départ. Peut-être, ouais. Alors cette image, on l'utilise effectivement dans le cas où on veut déployer sur la CI et résulter les tests, il n'y a pas de souci. Moi, dans mon cas, c'est parce que je vais l'utiliser dans un dev container pour éviter d'installer tout l'environnement Python, etc. Et par contre, le dev container, il n'existe pas d'image dev container officielle sur Playwright. Ouais. Donc au final, j'étais obligé de builder mon propre dev container en installant tous les outils qui va bien. Et là, voilà. C'est peut-être une remarque que tu peux leur faire. Hein. Tu peux peut-être leur ajouter une petite note dans le GitHub en disant ce serait bien que vous installiez ça dans le GitHub container, le dev container. Effectivement. Damien, t'as en .NET quoi? C'est du Python. Ah pardon, excuse-moi. Que je fais. Je suis en Python 5. En Python 5. C'est Python 3.11 actuellement. Donc voilà. Ok, merci de ta remarque. En tout cas, c'était important d'avoir. Il y a d'autres questions par hasard dans le chat? Mais je crois que Denis, il est en mute. Effectivement, si je parle dans le mute, ça va être compliqué aussi. Non, je disais, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Il n'y a pas d'autres questions. À la fin de l'année aussi, oui, tout à fait. Donc, bonne année à tout le monde, puisqu'on se verra l'année prochaine. On va mettre tout ça et les liens dont tu as parlé, Adrien et Christophe aussi, on va les mettre forcément, comme on le dit à chaque fois, sur les notes de l'émission. Donc, vous aurez tout ça là-bas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous aurez les coordonnées d'Adrien et de Christophe, si jamais vous voulez aller un peu plus loin là-dedans aussi. Je le dis à chaque fois, merci également à nos tipeurs sur tipeee.com/devaps, à Enlil, Adrien Clairbois, qui est là, heureusement qu'il est là aussi pour ça, à Michael Fiorito de nous soutenir pour pouvoir faire survivre l'hébergement en tout cas du podcast,
Pas encore ma voiture, mais l'hébergement du podcast en tout cas. Et n'oubliez pas de venir commenter nos vidéos, de les liker. Et un grand merci à tous. Et on l'a déjà dit 2 fois, mais je leur dis encore une fois, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, Pour la salut. 30e. Salut. Ciao, salut.